Au 70e jour de cette guerre, un seul chiffre a circulé dans les salles de briefage classifiées à Washington, Tel Aviv et Londres, presque à la même heure, 90%. C'est le niveau d'enrichissement que l'Iran aurait maintenant atteint avec une partie de son stock d'uranium, selon plusieurs évaluations du renseignement examinées par de hauts responsables des deux côtés de ce conflit. Le seuil de qualité militaire est de 90%. L'Iran l'a franchi. La question à laquelle aucun gouvernement ne répondra publiquement est celle qui compte le plus en ce moment. Combien de temps avant que l'Iran assemble un dispositif nucléaire fonctionnel ? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que signifie un enrichissement à 90%. Pourquoi les estimations de calendrier de 3 agences de renseignement différentes ne s'entendent pas entre elles, avec un écart d'un facteur 10, et ce que disent réellement les calculs quand on enlève la politique. Voici le point de départ. L'enrichissement de l'uranium est un concept d'une simplicité trompeuse. L'uranium naturel contient environ 0,7% de l'isotope fissile uranium 235. Pour soutenir une réaction nucléaire en chaîne capable de produire une explosion de qualité militaire, la concentration doit atteindre au moins 90%. Tout ce qui se situe entre 0,7% et 90% constitue la partie difficile. Cela exige des cascades de centrifugeuses qui fonctionnent en continu, de la matière d'alimentation qui entre à une extrémité et un produit progressivement enrichi qui sort à l'autre. L'Iran fait fonctionner ces cascades depuis des décennies. Le monde l'a vu se produire. Ce qui a changé au cours des 70 derniers jours, c'est le rythme et l'assistance. Les dernières données d'inspection vérifiées de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui remonte maintenant à plus de 6 semaines, situaient le stock iranien d'uranium enrichi à 60% à environ 408 kg. À cette concentration, l'Iran opérait déjà à un niveau qui n'avait aucune justification civile sur le plan énergétique. Les réacteurs de puissance fonctionnent avec de l'uranium enrichi entre 3% et 5%. Les réacteurs de recherche utilisent 20%. Le 60% existe pour une seule raison, et cette raison n'a qu'une seule application. Passer de 60% à 90% est techniquement plus facile que de passer de 3% à 60%. Cette phrase résume toute la raison pour laquelle la communauté du renseignement est maintenant en crise face à ses propres projections de calendrier. La plupart des gens supposent que la partie difficile est le sprint final vers la qualité militaire. En réalité, la courbe de difficulté exponentielle concentre l'effort au début du processus. L'étape de 60% à 90% peut être accomplie avec une fraction de la capacité de centrifugation nécessaire aux étapes précédentes. Une plus petite cascade dédiée, isolée de la surveillance de l'AIEA et fonctionnant pendant quelques semaines, suffit. L'Iran possède cette capacité depuis des années. Ce que l'Iran ne possédait pas jusqu'à récemment, c'était une conception d'ogive testée et éprouvée, suffisamment petite pour être montée sur ces plateformes de missiles balistiques existantes. Restez avec moi, parce que c'est la distinction qui sépare un pays disposant d'uranium enrichi d'un pays disposant d'une arme nucléaire livrable. Et c'est l'écart que ni l'Agence centrale de renseignement américaine, la CIA, ni le Mossad, ni le renseignement britannique n'arrive à évaluer de la même façon quant à la proximité de l'Iran à le refermer. Le problème de la miniaturisation d'une ogive ne concerne pas la puissance explosive, il concerne la géométrie. Un dispositif nucléaire rudimentaire assemblé en laboratoire et jamais destiné à être lancé nécessite beaucoup plus de matière fissile, disposée dans une configuration plus simple qu'une ogive conçue pour tenir dans un véhicule de rentrée de missiles se déplaçant à Mach 8. L'inventaire iranien de missiles balistiques comprend le Khorramshahr 4, avec un véhicule de rentrée d'environ 1,5 m de diamètre. Le Fatah 2, dont la vitesse terminale dépasserait Mach 13 selon des sources iraniennes, utilise un bus d'ogive plus petit et plus exigeant sur le plan aérodynamique. Miniaturiser un dispositif nucléaire pour le faire tenir dans l'une ou l'autre de ces plateformes, tout en le faisant survivre au stress thermique et mécanique de la rentrée atmosphérique, est un problème d'ingénierie qui a vaincu des programmes beaucoup mieux dotés que celui de l'Iran. Ou du moins c'était le cas jusqu'à l'arrivée des spécialistes. Au 52e jour de ce conflit, un vol de transport en provenance de Moscou a atterri à l'aéroport international de Mehrabad.
dans le cadre de ce que les médias d'État iraniens ont décrit comme une opération de réapprovisionnement logistique. Les manifestes de l'appareil faisaient état de composants industriels et d'aides humanitaires. Le renseignement électromagnétique occidental, lui, a identifié au moins 7 passagers dont les parcours professionnels menaient directement aux villes nucléaires fermées de Russie, en particulier Sarov et Snejinsk. Ces installations sont les endroits où le programme soviétique de miniaturisation des ogives a été développé et où ce savoir institutionnel a été maintenu, protégé et pourvu en personnel pendant des décennies. C'était pas la première arrivée de ce type. L'évaluation qui circule maintenant à Washington est que l'Iran aurait reçu une consultation technique structurée sur la géométrie des lentilles d'implosion, la conception des initiateurs et l'intégration des véhicules de rentrée, sur une période d'environ 4 semaines. Le programme qui aurait pris aux ingénieurs iraniens 5 à 8 années supplémentaires à compléter de façon indépendante aurait pu être comprimé en quelques mois par une poignée d'hommes dont les noms n'apparaissent dans aucun registre public. Et cette compression est la variable qui brise le consensus sur chaque estimation de calendrier actuellement sur la table. L'évaluation officielle de la CIA, rapportée par des responsables s'adressant au Washington Post au 68e jour, situe le délai du premier dispositif fonctionnel de l'Iran entre 8 et 14 semaines à partir d'aujourd'hui. Cette estimation repose sur l'hypothèse de base selon laquelle le travail de conception de l'ogive iranienne est encore incomplet. Selon cette même hypothèse, la consultation russe a comblé des lacunes théoriques, mais n'a pas encore été traduite en configuration testée et vérifiée. Et l'Iran ne disposerait toujours pas d'un initiateur neutronique fiable pour un dispositif compact à implosion. Le Mossad rejette chacune de ces hypothèses de base. La direction du renseignement militaire israélien, Amman, fonctionnerait avec une estimation de 11 à 23 jours. Cette fourchette n'est pas une erreur d'arrondi. Elle reflète une véritable fracture analytique au sein du renseignement israélien quant à la question de savoir si un transfert précis de conception a eu lieu lors des arrivées à Mehrabad, transfert que les Américains n'ont pas encore confirmé. La borne inférieure de 11 jours suppose que le transfert était complet. La borne supérieure de 23 jours suppose qu'il était partiel. 11 jours et 14 semaines ne sont pas la même estimation. Ils appartiennent même pas au même univers de conséquences stratégiques. Si la CIA a raison, il reste encore du temps pour la diplomatie, pour des frappes supplémentaires, pour un gel négocié. Le calendrier permet aux décisions d'être prises à un rythme auquel les gouvernements sont capables d'avancer. Si le Mossad a raison, la fenêtre de décision s'est refermée à un moment donné au cours des 2 dernières semaines et aucune annonce n'a été faite lorsque cela s'est produit. Maintenant, voici le chiffre qui transforme cette situation. D'un débat entre analystes, en crise mesurée, en kilogrammes. La dernière mesure vérifiée de l'AIEA situait le stock total iranien d'uranium enrichi à 60 pour 100 à 408 kg. Pour construire un seul dispositif nucléaire de type implosion, un pays a besoin d'environ 15 à 20 kg de matière de qualité militaire, disposée selon une configuration géométrique précise. Le dispositif réel exige une quantité brute initiale nettement supérieure à la quantité finale assemblée. Cela s'explique par les pertes de procédés lors de la conversion de l'hexafluorure enrichi sous forme gazeuse en métal, par les tolérances d'usinage et par les taux de rejet au contrôle de qualité pendant la fabrication des composants. Une estimation d'ingénierie prudente situe la quantité totale d'uranium à 90 pour 100 nécessaires pour produire un dispositif fonctionnel, incluant toutes les pertes de procédés à environ 40 à 50 kg. Le stock déclaré de l'Iran avant l'intervalle de 6 semaines sans inspection contenait assez de matière d'alimentation pour produire entre 8 et 10 dispositifs selon l'efficacité de la conception. Il ne s'agit pas de 8 à 10 dispositifs au total dans l'ensemble du programme iranien. Il s'agit de 8 à 10 dispositifs provenant uniquement de la partie déclarée, surveillée et partiellement inspectée du stock. L'AIEA n'a jamais eu une visibilité complète sur la capacité parallèle d'enrichissement de l'Iran. L'installation n'est pas déclarée en vertu du protocole additionnel. Les cascades fonctionnent dans des espaces où les inspecteurs ne sont pas autorisés à entrer depuis que l'accès de l'agence a été officiellement restreint en février 2021. 5 années d'activité d'enrichissement non déclarée représentent un volume de matière qu'aucun analyste extérieur n'a pu vérifier de façon indépendante.
Le chiffre réel pourrait être nettement plus élevé. De combien ? Personne, en dehors d'un très petit groupe de personnes au sein de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran, ne peut le dire avec certitude. C'est ici que les calculs s'arrêtent et que la zone aveugle du renseignement commence. Un haut responsable de l'Union européenne, impliqué dans les négociations de l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, a déclaré à Politico, au 66e jour, que la réponse honnête à toute question sur l'inventaire réel de matières fissiles de l'Iran est que personne, en dehors du cercle technique intérieur de Téhéran, ne connaît le chiffre véritable. Il a dit que l'architecture de surveillance censée fournir cette certitude avait été démantelée, diplomatiquement et physiquement, au cours de 5 années. Il n'a pas décrit cela comme un échec du renseignement, il l'a décrit comme une série de choix politiques. Plusieurs gouvernements ont priorisé d'autres objectifs et accepté l'érosion de la surveillance comme conséquence. Le résultat est une communauté du renseignement qui tente maintenant de reconstruire l'équilibre des matières à partir de fragments, d'interceptions et d'observations satellitaires d'installation dont les configurations internes n'ont pas été vérifiées physiquement depuis des années. Reconstruire à partir de fragments n'est pas la même chose que mesurer. Maintenant, considérez la chaîne d'assemblage parce que l'uranium enrichi seul n'est pas une arme. Le chemin qui mène de la matière à une capacité nucléaire déployée nécessite au moins 6 étapes techniques distinctes. Chacune a son propre calendrier et chacune a son propre point de défaillance potentiel. Premièrement, le gaz d'hexafluorure d'uranium produit par les cascades de centrifugeuses doit être converti en uranium métallique. L'Iran l'a déjà fait. L'IAEA a documenté la conversion de petites quantités sous forme métallique en 2020 et 1. Le procédé est établi et l'infrastructure nécessaire existe à l'intérieur du programme iranien. Deuxièmement, le métal doit être usiné selon des tolérances géométriques précises. Les composants hémisphériques du cœur, qui forment le centre d'un dispositif à implosion, exigent de l'équipement spécialisé et des conditions de fabrication avec contrôle de qualité. L'installation de Fordo, enfouie sous 80 mètres de roche renforcée dans la province de Qom, a survécu aux 70 premiers jours de ce conflit sans frappe directe confirmée contre ces halls de production profondément souterrains. Troisièmement, l'ensemble des lentilles explosives conventionnelles doit être fabriqué et testé. C'est le composant qui exige l'ingénierie la plus précise de tout le dispositif. L'onde de détonation doit atteindre le cœur fissile de toutes les directions simultanément, et ce, à l'échelle de la microseconde. Toute asymétrie dans la géométrie des lentilles provoque un raté plutôt qu'un rendement. Des spécialistes nord-coréens arrivés à Téhéran au 44e jour, selon des évaluations du renseignement sud-coréen et américain, comprennent au moins 2 personnes ayant des antécédents professionnels documentés précisément dans ce domaine de composants. Leur arrivée n'a pas été annoncée, elle a été suivie. Quatrièmement, l'initiateur neutronique doit être obtenu ou fabriqué localement. Il s'agit du mécanisme de déclenchement qui introduit l'impulsion neutronique au moment précis de la compression maximale. La capacité indigène de l'Iran dans ce domaine particulier fait l'objet d'un désaccord actif entre analystes américains et israéliens depuis 4 années consécutives. Et ce désaccord n'a pas été réglé par les événements des 70 derniers jours. Cinquièmement, tous les composants doivent être intégrés dans un dispositif assemblé. Ensuite, cet assemblage doit être vérifié pour fonctionner correctement sans procéder à un essai nucléaire complet. Une détonation d'essai serait détectée par les réseaux mondiaux de surveillance sismique en quelques minutes. C'est à cette étape que la consultation russe sur la géométrie des ogives et le séquençage des initiateurs devient potentiellement l'intervention extérieure la plus lourde de conséquences dans l'histoire du programme nucléaire iranien. Sixièmement, le dispositif assemblé doit être adapté à une plateforme de livraison, intégré dans un véhicule de rentrée, et le système combiné doit être validé au niveau des composants avant que toute considération opérationnelle soit possible. 6 étapes, chacune pouvant être un point d'étranglement, chacune étant une zone aveugle du renseignement, chacune devenant une cible si elle peut être localisée. La question de Fordo est celle qui a été présente dans chaque réunion du cabinet de sécurité israélien depuis le début de cette guerre.
le 28 février. Fordo n'est pas une installation qui peut être détruite avec des munitions conventionnelles en utilisant l'inventaire actuellement confirmé. Ces halls de production se trouvent sous 80 mètres de roches durcies, la GBU 57 Massive Ordnance Penetrator, l'arme conventionnelle de pénétration terrestre la plus puissante de l'arsenal américain, est évaluée par des analystes structurels indépendants comme pouvant pénétrer environ 60 mètres de géologie renforcée dans des conditions optimales. L'écart entre 60 mètres et 80 mètres n'est pas une erreur d'arrondi en ingénierie. C'est la profondeur précise à laquelle les ingénieurs iraniens ont placé l'infrastructure la plus critique de l'installation. C'était un choix délibéré, fait il y a des années, avec exactement ce scénario en tête. Au 67e jour, 2 bombardiers furtifs B, 2 Spirit, ont quitté la base aérienne de Whiteman au Missouri. Leurs transpondeurs se sont éteints au-dessus de l'Atlantique. Ils ne sont réapparus dans aucune base de données de suivi des vols accessibles au public. Le Pentagone a refusé de commenter leur destination ou leur mission. La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté au 68e jour qu'une décision de principe avait été prise au sein du cabinet de guerre pour frapper Fordo avec un ensemble combiné américain et israélien en attente d'une autorisation finale de Washington. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle ne commenterait pas la planification opérationnelle. C'est pas un démenti. Un démenti sonne autrement, et chaque personne qui regarde ceci et qui suit ce conflit depuis 70 jours sait exactement à quoi ressemble un démenti de cette administration. Voici le tableau complet lorsque tous les fils sont tirés et placés côte à côte. L'Iran a atteint l'enrichissement à 90%. L'AIA ne peut pas vérifier quelle quantité de matière existe à cette concentration parce qu'elle n'a pas eu un accès complet aux inspections depuis des années. Les spécialistes russes ont travaillé sur la miniaturisation des ogives et la conception des initiateurs au 52e jour. Les ingénieurs nord-coréens ont travaillé sur la géométrie des lentilles explosives au 44e jour. La CIA estime qu'il faut 8 à 14 semaines pour parvenir à un dispositif fonctionnel. Le Mossad estime 11 à 23 jours. L'écart entre ces deux estimations n'est pas de l'incertitude. C'est un désaccord structurel sur la question de savoir si un transfert a déjà eu lieu, ce transfert qu'un service aurait confirmé et que l'autre n'a pas confirmé. Fordo est toujours debout. Ces halls critiques sont à 80 mètres sous terre. Le plus profond des missiles anti-bunker conventionnels atteint 60 mètres. 2 bombardiers B-2 se sont éteints au-dessus de l'Atlantique au 67e jour et ne sont réapparus sur aucun système de suivi depuis. Chacune de ces phrases est un point de données. Ensemble, elles forment une image qu'aucun des deux gouvernements ne veut voir décrite publiquement. Jour 70. Enrichissement à 90% confirmé. De quoi produire 8 à 10 dispositifs à partir du seul stock déclaré. Des spécialistes russes des ogives ont atterri au 52e jour. Des ingénieurs nord-coréens des lentilles sont arrivés au 44e jour. La CIA parle de semaines, le Mossad parle de jours. Le trou d'inspection de l'AIEA couvre 5 années d'activité non déclarées. Fordo n'a pas été frappé. La GBU 57 pourrait ne pas être capable d'atteindre ce qui se trouve à l'intérieur. Et 2 des aéronefs furtifs les plus avancés de la planète ont disparu des radars quelque part au-dessus de l'Atlantique il y a 3 jours. C'est pas une impasse nucléaire avec du temps devant soi. C'est un compte à rebours nucléaire avec une horloge contestée.